14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Sans doute que l'un des plus grands problèmes de couple, c'est la difficulté de communiquer. Enfin, pas tout à fait, du moins c'est ce que dit mon invité Yvon Dallaire, et il nous expliquera dans un instant ce que sont les 3 principaux obstacles à la communication dans le couple, et d'ailleurs dans la communication en général. Yvon Dallaire a beaucoup écrit sur le couple, il continue à croire au couple et il pourra nous dire quel est le secret des couples heureux. Mais avec lui, nous verrons aussi pourquoi il est si important de comprendre nos différences à l'heure où trop de gens voudraient nous faire croire qu'un homme et une femme, c'est exactement pareil. Alors, si vous rencontrez des difficultés dans votre relation amoureuse et que vous aimeriez bien savoir comment résoudre ces difficultés, eh bien, je vous invite à venir nous rejoindre. Et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Alors, Yvon Dallaire, qui est avec nous, il a écrit énormément de livres. Il continue d'ailleurs à faire des formations pour notamment tous ceux qui désirent être peut-être thérapeute de couple. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment le retrouver sur son site Yvon Dallaire. Et puis, Yvon Dallaire, eh bien, il est maître en psychologie, spécialisé en thérapie conjugale et évidemment aussi auteur de énormément de livres. Et je crois que le dernier, justement, c'était sur le couple qui peut être un couple qui existe et qui est heureux. Ça s'appelait Le couple existe encore et l'amour aussi. Et bien... pourquoi pas, hein, c'est bien ça, hein. Eh oui. Alors d'abord, puisque je viens d'en parler à l'instant dans l'introduction, vous dites c'est là où on n'est pas tout à fait d'accord tous les deux. Donc, mais comme on est des gens intelligents, on ne va pas se disputer. Le problème il n'y a pas de problème de communication. En revanche, il y a 3 écueils de la communication. Oui. Vous pouvez expliquer ? Oui, ça fait plus de 40 ans que j'entends dans mon bureau des milliers d'hommes et de femmes me parler de leurs problèmes de communication. Et j'en arrive à la conclusion, après ces 40 ans-là, que les couples n'ont aucun problème de communication. Mais ils ont 3 problèmes reliés à la communication. Justement, Brigitte, vous venez de dire qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. On peut quand même rester amis, même si on n'est pas d'accord. Mais on n'en parlera pas. Ben, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas d'accord grâce à la communication. Alors, les gens croient que si on communique, on va nécessairement arriver à la communion. On va nécessairement arriver à un accord. Alors, les membres des couples heureux sur le long terme se mettent d'accord pour vivre avec des désaccords. Et comme vous venez si bien de le dire, on évite les sujets sur lesquels on sait que on va arriver dans « j'ai raison, tu as tort », etc. Ça mène nulle part, ça mène dans le mur. Le deuxième problème relié à la communication, je me suis rendu compte que les couples malheureux étaient devenus experts en communication merdique. Ils ne parlent que de ce qui ne va pas. Ils ne parlent que des problèmes. Alors, parler d'un problème double et entretient et agrandit le problème. Alors que les membres des couples heureux, eux, sont devenus experts en communication florale. Ils se disent au moins 5 à 10 compliments par reproche. Alors que les couples malheureux, ils se font des reproches et surtout, ils se font des critiques. La différence entre un reproche, une critique, un reproche, c'est, je donne un exemple concret, tu es en retard. Ça s'adresse au comportement. C'est vrai que monsieur ou madame est en retard. Ça, c'est un reproche. Une critique, ça attaque la personne. Je peux pas me fier à toi, tu n'as pas de parole, tu m'avais dit que tu arriveras. C'est ça, tu es toujours en retard. Puis alors, on insiste beaucoup sur le toujours. Hein. Tu n'es pas fiable. N'est-ce pas ? Et ça, c'était en effet une critique, et les critiques sont évidemment beaucoup plus nocives que les reproches, évidemment. C'est le premier cavalier de l'Apocalypse. Les critiques amènent la défensive. La meilleure défensive, c'est la contre-attaque. Tu me critiques, je te critique à mon tour. Et quand on se critique, on hypothèque tranquillement notre amour. Et un des deux, les hommes, dans 80% des cas, pensent acheter la paix par le silence. Donc, ils s'enferment dans la bouderie. Dans leur caverne. Dans leur caverne. Ce qui énerve encore davantage les femmes qui, dans 80% des cas, ce sont elles qui veulent aborder un sujet litigieux, mais elles le font en parlant sous forme de critique ou de reproche. Évidemment. Donc, c'est un cercle vicieux que les 2 partenaires entretiennent. Il n'y a pas un coupable et une victime là. Il y a 2 co-réalisateurs. Et le 3e problème relié à la communication, c'est quand tu dis quelque chose,
qu'est-ce que tu veux dire? C'est l'interprétation que je vais faire de la parole, des gestes, des comportements de l'autre. Et comme les hommes et les femmes, c'est sûr qu'on ne vient pas de Mars et de Vénus, là, on est quand même beaucoup plus semblables que différents, mais les petites différences qui existent entre les hommes et les femmes vont susciter de grandes incompréhensions. Parce que madame va interpréter les comportements de monsieur selon son système de règlement à elle, selon ses sensibilités, ses croyances, ses espoirs, et monsieur va faire la même chose. Et ça crée, après la lune de miel, la deuxième phase dans l'évolution d'un couple, une lutte pour le pouvoir où chacun cherche à avoir raison sur l'autre. Est-ce que vous aviez vu le spectacle qui a été un succès phénoménal de Paul Devambre Oui. Et franchement, c'est très imagé, mais c'est tellement juste et en même temps c'est drôle. Et moi j'ai souvenir pour avoir été le voir, j'avais beaucoup regardé le public et c'était drôle parce que c'était surtout les femmes qui riaient et qui donnaient des coups de coude à leur mari chaque fois que l'homme était critiqué. Mais toutes les fois que j'ai donné des conférences sur la communication conjugale, je voyais régulièrement, c'est ça. Là, ils se donnaient des coups de coude, ils se regardaient, ils se pointaient pour dire « Regarde ce que monsieur en avant dit, là. C'est vrai. » Mais ça, c'est des couples qui vont encore bien, qui sont encore capables de s'amuser d'eux-mêmes. Oui. Ceux-là, ça va, on va pouvoir les sauver. L'humour est une excellente stratégie de désamorçage dans un couple. Quand on est capable de rire de soi-même et de rire de l'autre et de rire ensemble surtout, c'est bien. En tout cas, dans ce que vous dites, Yvon Dallaire, ça prouve bien que de toute façon, dans un couple, il n'y aura pas de perfection. Il va forcément y avoir des choses qu'il va falloir digérer, dépasser, etc. Et les couples heureux, c'est ceux qui savent justement faire avec ça. Qui perdent leurs illusions concernant le couple. Et la première des illusions, c'est que si je rencontre mon âme sœur, qu'on se parle, qu'on fait l'amour, on va être heureux pour le reste de notre vie. C'est absurde. Le couple est un creuset pour générer des crises qu'il faut apprendre à gérer. Dans 70% des cas, les différentes sources de problèmes conjugaux sont insolubles. Donc, il faut, par la communication, arriver à se mettre d'accord sur des désaccords et négocier des ententes à double gagnant si on veut être heureux sur le long terme. Bien sûr, mais on peut pas non plus dire à tous ceux qui nous écoutent, restez en couple. Le couple, si vous n'êtes pas heureux, on est d'accord que parfois, il vaut mieux se séparer. Il y a des relations toxiques qu'il faut quitter au plus tôt. On pourrait en parler si vous le désirez. Allez-y, justement. La violence conjugale, la violence psychologique, la violence sexuelle, des couples où c'est à chaque fois qu'ils se rencontrent, c'est un véritable champ de bataille, la manipulation par la culpabilité, par la jalousie, par le chantage. Toutes ces relations-là, c'est l'enfer. Donc, vaut mieux, si on veut pas mourir dans l'enfer, quitter ces relations-là. Eh bien, on va parler de tout ça avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. Vous êtes en couple, vous avez des petites difficultés, vous voulez savoir comment les résoudre. Eh bien, profitez de la présence d'Yvon Dallaire qui, comme vous l'avez remarqué, n'est pas tout à fait français, avec son accent, un petit accent québécois qui est tout à fait charmant d'ailleurs. Mais en tout cas, vous avez tous les outils pour aider ceux qui nous écoutent à régler les petits conflits que l'on rencontre forcément lorsqu'on est en couple. Dans un instant, bien sûr, c'est Brigitte, très joli prénom, qui prendra la parole. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Yvon Dallaire et nous allons pouvoir vous aider à ce que votre couple fonctionne mieux. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Yvon. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors vous êtes en relation depuis 4 ans, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Et vous avez du mal à communiquer visiblement? C'est-à-dire que pas vraiment, mais en termes de sexualité, si vous voulez, moi je suis assez directe parce que c'est pas, on s'entend très bien sur beaucoup de choses, c'est un homme charmant, mais sexuellement c'est pas le top, donc on en parle, mais souvent moi j'en parle très directement et lui il est toujours un petit peu sur la réserve. J'ai proposé des solutions, consulter un urologue, voire lui faire des tests de testostérone. Parce qu'il a des difficultés érectiles, c'est ça? Ouais. Et puis je sens bien que c'est pas quelqu'un qui est branché là-dessus, si vous voulez.
Il J'ai même été surprise puisque, on n'est plus, à 50, 60 ans, on n'est plus des perdreaux de l'année, donc on a quand même normalement une certaine expérience sexuelle. Je le trouvais pas très entreprenant et, mais à part ça, comme tout était super, je me suis pas trop attardée là-dessus. Mais les mois passant, j'essayais d'aborder de plus en plus le sujet et donc de l'amener à consulter. Mais effectivement, là pour le coup, il avait une difficulté de communication. Je me disais toujours oui, je vais faire ci, je vais faire ça, mais finalement, je me rendais compte qu'il le faisait pas. Donc à partir du moment où ça vient pas de lui, moi je veux pas aller faire plus, quoi. Mmh. Que dire? Si monsieur refuse d'aller consulter, on peut pas l'aider malgré lui. Ouais, c'est ça, il a consulté, mais il n'a pas été plus loin, vous voyez. Alors, un truc, je sais pas, ça va peut-être vous paraître un truc incroyable que j'ai découvert cet été. En fait, je me suis rendu compte que il avait jamais osé me l'avouer. Parfois, il avait un peu mal lors des rapports. Ah. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait un phimosis. OK. Est-ce qu'il a consulté un urologue, mais est-ce qu'il a consulté un sexologue ou un psychologue spécialisé? Pour ce phimosis, non, parce qu'il n'avait jamais entendu parler de ça. Oui. Est-ce que il a entendu justement qu'il avait un phimosis? Est-ce qu'il a envie d'aller mieux? Oui, moi, il m'a dit oui. Mais si vous voulez, ça date du mois d'août. Là, je vois qu'il n'y a rien qui se met en place. Alors, est-ce que vous lui avez proposé, parce que moi parfois, je trouve qu'il faut aller au bout du raisonnement, c'est de prendre un rendez-vous à sa place pour lui. Chez un neurologue. Je l'avais déjà fait pour le. Enfin, on peut le refaire. Hein. Je l'avais déjà fait pour le manque de testostérone et la dysfonction érectile. Et il y a été au rendez-vous? Oui, je suis allée avec lui, tout à fait. Bon, prenez un rendez-vous pour le phimosis, parce que c'est vrai que s'il y a une douleur de temps en temps, ça peut suffire à éviter les rapports. Ben oui. Et ça peut suffire à provoquer des pannes d'érection. La peur d'avoir mal provoque du stress et provoque une difficulté à bander. Hein. Ça, c'est. Ouais. Tout à fait. Donc après, là, je me dis... bravo d'abord Brigitte, parce que ça prouve que vous êtes très à l'écoute de votre partenaire et que donc vous avez pu déceler une des raisons peut-être suffisantes pour que votre sexualité ne soit pas harmonieuse. Oui. Alors la question que je me pose maintenant, c'est que je me dis, si ça vient pas de lui vraiment, de quel droit je vais lui imposer ça? Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais vous avez quand même un besoin sexuel tout à fait légitime. Non, mais vous avez le droit à une vie sexuelle. Brigitte, il a un problème anatomique qui peut aujourd'hui se résoudre très très bien. Oui. Pourquoi? Ah oui, pardon, je vous coupe juste une seconde. Justement, je me demandais si l'âge, c'était pas trop tard. Mais pourquoi ce serait trop tard? Surtout que c'est une opération très bénigne, la question du phimosis. Il n'y a pas de risque. Je veux dire, là, franchement, vous allez lui rendre service. Alors évidemment, ça va lui faire peut-être drôle parce qu'il s'est peut-être habitué à ce sexe qui fait un petit peu mal. Mais voyez, ça, de toute façon, c'est révélateur de quelque chose. Hein. Ouais, parce que il peut y avoir un problème anatomique, mais il peut aussi y avoir un problème d'attitude par rapport à la sexualité. S'il a été élevé dans un milieu très tabou par rapport à la sexualité, qui l'amène à avoir de la difficulté à s'ouvrir sur le sujet, c'est là où le psychologue ou le sexologue peut grandement l'aider. Surtout si le sexologue travaille en collaboration avec l'urologue. Complètement, mais j'ai pas tellement l'impression que ce soit ça. Je connais il a encore la chance d'avoir ses parents. C'est une famille assez ouverte, donc vous savez, à ces époques-là, on parlait pas de... ça restait malgré tout tabou, mais je pense pas que ce soit vraiment ça. En tout cas, il y a quand même quelque chose à comprendre, mais ça, ce sera dans un second temps. Mais pourquoi cet homme, qui quand même a priori donc n'est plus tout jeune, est resté si longtemps avec un phimosis sans même savoir? Vous voyez, donc là, il y a quand même quelque chose à comprendre. Et c'est important que vous l'entendiez, parce que ça ne veut pas dire, une fois le problème de phimosis réglé, que tout sera réglé. Oui, parce qu'il semble y avoir une gêne ou une honte à l'arrière de tout ça. Là. Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je pense que son ex-épouse est partie en partie à cause de ça. Enfin, je n'étais pas dans leur couple, ça date d'il y a 10 ans, mais ça n'a pas dû faciliter les choses. Il a une mère plutôt entreprenante, qui a une forte personnalité, qui l'a un peu étouffée.
Oui. Alors, étouffée, je ne sais pas. Par contre, entreprenante, oui, fort caractère, je l'aime beaucoup d'ailleurs, parce que c'est pas une belle-mère chiante, rien du tout. Elle est très ouverte, elle a 84 ans, elle bouge beaucoup, enfin voilà. Par contre, il a été en conflit avec son père. Lui, c'est l'aîné d'une fratrie de 3. Et il y a toujours une rivalité entre son père et lui. Ce n'était pas le cas du cadet. D'accord. Et donc on a maintenant, encore une fois de manière symbolique, quelque chose qui indique le phimosis. C'est-à-dire, toi, mon fils, tu n'as pas le droit d'être un homme et tu la gardes un petit peu en dessous de ce que tu pourrais. C'est ce qu'un sexologue ou un psychologue pourrait aller découvrir si tel est le cas. D'accord. Vous voyez, c'est peut-être à cause de ce père un peu bon, qui l'a pas laissé prendre sa place d'homme, hein, tout simplement. Et puis Oui. parallèlement à ça, une mère très forte personnalité, donc qui se retrouve avec des parents qui ont deux fortes personnalités pour des raisons différentes, hein, même si sa mère n'est pas négative. Et du coup, lui, il est peut-être resté un petit garçon pendant trop longtemps. Oui, c'est souvent le cas. Ouais. L'idéal serait qu'il rencontre un psychosexologue, donc qui peut travailler à la fois la dimension sexuelle, mais aussi la dimension affective. Et si vous n'en connaissez pas dans votre secteur, envoyez-moi un courriel à info@yvondallaire.com, mais je vous enverrai des adresses. Je connais des psychosexologues ici dans la région parisienne. Écoutez, super. Est-ce que c'est possible que la personne qui me met en relation, qui m'a mis en relation là, puisse m'envoyer sur mon portable votre adresse mail? Oui, bien sûr, mais sinon, c'est très simple. Vous allez sur le site d'Yvon Dallaire, yvondallaire.com, et puis vous trouverez tout ça. D'accord, très bien. yvondallaire.com, je le dis pour que tous ceux qui écoutent, parce que sinon on va avoir des tas d'appels. Ouais. Oui, bien sûr. Voilà. Mais sincèrement, il est très amoureux de vous. Vous êtes amoureuse de lui. Il est plus amoureux de moi que je ne suis de lui. Et je pense que c'est un peu lié justement à cette problématique. Oui. Mais donc, pour moi, le sexe, c'est un ciment du couple, et là, c'est un peu bancal. Ouais. bon, Ouais. en tout cas, faites ce que vous pouvez faire. Vous aurez fait tout ce que vous pouvez pour sauver votre couple. Après, il a sa part. Hein. C'est aussi à lui de faire l'effort. Mais s'il tient à vous, faites-lui comprendre que c'est essentiel pour l'avenir de votre couple. Ouais. Chaque membre du couple est 100% responsable de son bout de la relation. Alors, il faut que les deux s'investissent à 100% dans le 100% que va former le couple. Oui, d'accord. Mais franchement, cette question de phimosis peut vraiment expliquer tous les problèmes que vous nous avez rencontrés. C'est ça, c'est qu'il faut vérifier c'est quoi son attitude par rapport à cet handicap-là. Alors, si pour lui, ça crée de la gêne, ça crée de la honte, ça crée une mauvaise évaluation de lui-même, mauvaise estime de lui-même, c'est sûr qu'à ce moment-là, il va être beaucoup moins entreprenant. Moins, il n'y aura pas d'élan sexuel, d'élan vital. C'est ça. Ouais. Ah oui, je pense qu'effectivement, c'est lié. Et puis attendez, nous les femmes, on sait ce que c'est. Dès qu'on a un petit peu mal, on évite le rapport. Donc ça peut expliquer bien des choses aussi. Hein. Quand la sexualité est associée à la douleur, c'est pas tentant. Hein? Non, on peut le dire. Voilà. Non. Ok. Ben, merci en tout cas de votre C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause et on va continuer avec Charlie qui nous a appelé également. Ça concerne aussi la sexualité. Et pourquoi pas, hein, c'est important de communiquer sur ce sujet. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Yvon Dallaire, spécialisé en thérapie conjugale, et il vous invite à venir poser vos questions si vous avez envie de résoudre des petites crises dans votre couple ou des grandes crises. Oui, tout à fait. Rassurez-vous. Le couple est un creuset pour générer des crises qu'il faut apprendre à gérer. Bonjour Charlie. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Yvon. Bonjour Charlie. Alors, moi je voulais vous parler donc du coup avec ma compagne, de manière générale, sexuellement on arrive facilement à communiquer, disons que il n'y a pas de tabou, ça vient de moi parce qu'elle n'ose pas trop, mais après de manière globale la communication est assez compliquée, ouais. Elle est pas très réceptive, quoi. J'ai l'impression qu'elle comprend pas ce que j'essaye de lui dire.
Mais est-ce qu'elle est à l'aise avec la sexualité dans la parole, hein, j'entends? Oui, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, par contre, c'est que si elle a un désir, un truc, va falloir un peu que je devine. D'accord, elle n'ose pas vous demander quelque chose. Voilà, ouais. Okay. Quand vous abordez le sujet de la sexualité, c'est sous forme de... Vous dites ce que vous n'aimez pas, ce qui vous déplaît, ou vous parlez de ce que vous aimez dans la sexualité avec elle? Non, pas de ce qu'on aime en général. Oui. Hein. Moi, en tout cas, je lui parle de ce que j'aime, et elle, non, la même chose, quoi. Bon, Si, elle va plus me parler de ce qu'elle préfère plutôt que de ce qu'elle aime pas. Alors, quelle a été votre dernière difficulté à communiquer, qu'on comprenne bien où se situe la difficulté, Charlie? Comment dire, sur mes besoins, on va dire. Sur mes besoins, elle les prend comme des reproches, si vous voulez. De faire plus souvent l'amour? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce serait plus du style... comment dire... c'est plus au niveau du téléphone, on va dire. Le fait qu'elle soit injoignable à chaque fois. Alors, je sais que c'est pas que moi. Sa sœur lui fait des crises régulièrement pour la même chose. C'est un problème qu'elle a, votre besoin de pouvoir la joindre au téléphone? Par exemple, ouais. Et La dernière fois qu'on s'est disputé, que j'ai essayé d'aborder le sujet et que du coup ça finit en dispute, et c'était là-dessus, ouais. Ouais. Et vous cherchez à la rejoindre combien de fois par jour? Ah non, pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Non. Quand je l'appelle, juste qu'elle décroche, quoi, c'est tout. Je l'appelle pas 10 fois par jour. Je l'appelle à peine peut-être une fois par jour ou deux, quoi. Ouais, parce que peut-être que pour vous, c'est pas beaucoup, mais pour elle, c'est peut-être un peu trop. Là, il faudrait trouver un terrain d'entente. C'est là où il faut négocier une entente à double gagnant, là. Donc, visiblement, vous ne vivez pas ensemble? Non. Et vous aimeriez pouvoir lui parler et l'avoir au téléphone une fois par jour? Oui, c'est surtout qu'on a une relation à distance, donc forcément ça met des doutes dans les... D'accord, ça éveille... Ça me met des doutes, quoi. Ok, donc quand vous n'arrivez pas à la joindre, ça éveille votre jalousie. Voilà. D'accord. Et quand vous lui laissez un message, ou quand elle a vu que vous l'avez appelé, elle vous rappelle au bout de combien de temps? C'est complètement aléatoire, en fait. Est-ce que vous, quand elle n'a pas répondu, est-ce que vous revenez à la charge ou vous attendez après un appel qu'elle vous réappelle? Ça dépend. Il y a des fois, je vais lui faire une crise et je vais rappeler plusieurs fois, ouais. Oui. Parce que... plusieurs fois. D'affilée, c'est rare. Franchement, c'est très rare. Oui, alors merci de votre témoignage, Charlie, parce que là, il est réellement dans le cas de figure de deux personnes qui ne fonctionnent pas, de la même manière. C'est-à-dire vous. Alors juste pour préciser, par contre, si moi je suis pas joignable, c'est la fin du monde. Ah, donc vous avez tous les deux le même symptôme, besoin de joindre l'autre, sinon ça provoque chez vous de l'anxiété, de la jalousie, le sentiment de ne pas compter assez pour l'autre. Hein, on est bien d'accord? Ouais, par exemple, ouais. Ouais. Vous avez donc le même symptôme, mais vous n'êtes pas capable de comprendre le symptôme de l'autre. Yvon Dallaire, mode d'emploi. Ça me fait penser à la psychologie populaire qui dit plus tu me poursuis, plus je te fuis, plus je te fuis, plus tu me poursuis. Alors quand je te harcèle pour te téléphoner, ben tu me fuis parce que toi tu as le goût d'être seul ou de faire quelque chose d'autre, t'es pas disponible. Et quand vous vous éloignez quand vous ne répondez pas au téléphone, ben c'est elle qui commence à vous poursuivre. C'est un jeu qui se joue à deux, là. Ouais, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est conscient, c'est intentionnel? Non, en général, c'est pas conscient, mais on voit bien que vous avez tous les deux le même refus d'être frustré quand vous avez envie de parler à l'autre et qu'il n'est pas là. Donc c'est quand même une difficulté à accepter la frustration, comme si vous deviez être la personne la plus importante et qu'elle soit toujours disponible pour vous, et
que vous soyez toujours disponible pour elle. Ouais. Vous voyez bien quelque part que c'est quand même une réaction un peu d'enfant gâté. Elle n'est pas obligée d'être toujours prête à répondre si vous l'appelez. Et vous non plus d'ailleurs. Hein, Non, il n'y a pas de problème. Mais bon, après, alors, moi, je vous j'essaye propose... d'appeler dans des heures où elle est censée être disponible. J'ai bien compris. Mais moi, je vous propose une chose. Est-ce que vous pourriez pas, l'un et l'autre, envoyer un SMS en demandant à quelle heure je peux te joindre et vous fixer des rendez-vous téléphoniques? Ce serait pas très compliqué. Exact. Alors c'est moins dans l'immédiateté, mais au moins vous régleriez un conflit qui ne va aller qu'en s'empirant. Et j'irais dans le même sens, n'envoyer qu'un SMS. Et attendez le retour. La balle est dans le camp de l'autre. Alors attendez que l'autre vous retourne la balle. Ah ouais, non, mais c'est ce que je fais déjà. Hein. C'est ce que je fais déjà. Un petit peu. Mais c'est vrai que... Non, vraiment. Vous disiez tout à l'heure que des fois, vous reveniez à la charge. Oui. Après des disputes. Là. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Non. Ce que je disais, c'est que des fois, oui, je pouvais rappeler 2 fois de suite parce que je me dis peut-être elle a pas entendu son téléphone ou j'en sais rien. Et donc je réessaye 1 ou 2 fois et après, par contre, si ça décroche pas, j'avoue que là, je prends les nerfs. Ouais, mais pour parler concrètement. Mais c'est écrit quand vous envoyez un SMS, là, c'est marqué distribuer. Donc, c'est sûr que l'autre l'a reçu. J'ai pas compris, pardon. Quand vous envoyez un SMS, c'est inscrit en dessous du SMS que vous avez envoyé, distribué ou non distribué. Oui. Alors, si c'est marqué distribué, attendez. Mm-hmm. Comme dit si bien Brigitte, acceptez la frustration que vous ne soyez pas dans l'immédiateté. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est ça le problème de nos jeunes. Là. Ils veulent avoir tout de suite et maintenant et ici. Ouais. Après, je pense que c'est vraiment le fait que la relation soit à distance qui fait du coup. C'est exactement. Oui, bien sûr, Charlie. Bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire, mais en même temps, si vous réglez pas ces problèmes, vous n'allez pas la tenir cette relation à distance. Donc, si vous avez envie que ça dure, il faut que vous trouviez des manières de fonctionner qui soient pas source de conflit. Parce que ce qui se passe comme pattern à distance, vous imaginez à partir du moment où vous allez vivre ensemble, ça risque de s'amplifier. Ah bon? Vous pensez? Oui. J'aurais plutôt dit le contraire. Non, moi je suis d'accord avec Yvon. On voit bien. Parce que j'ai pas besoin de l'appeler si on vit ensemble. Si elle n'est pas là au moment où vous rentrez, alors que vous pensiez qu'elle serait là, qu'elle devrait être là, je suis sûr que vous allez vous jeter sur votre téléphone et vous allez l'appeler. Mm-hmm. Ouais. Voilà, on est d'accord. Non, Charlie, je pense que vous avez le même problème tous les deux. C'est-à-dire vous êtes un petit peu inquiet, vous n'avez pas une grande sécurité affective. Et vous comptez sur l'autre pour vous rassurer sans cesse. Mais malheureusement, elle ne peut pas vous rassurer comme vous ne pouvez pas la rassurer. Donc il faut que ensemble, vous vous rendiez compte que votre relation à distance, visiblement, fait quand même la preuve quand même que vous avez envie de rester ensemble. Mm-hmm. Donc il faut que vous compreniez comment vous pouvez vous rassurer sans forcément être en ligne par téléphone. Et j'espère que quand elle vous rappelle, vous lui dites pas des choses comme « T'étais où? Qu'est-ce que tu faisais? » Mais plutôt « J'avais assez hâte que tu me rappelles, mon amour. » On va essayer ça. Ouais. Ça serait une meilleure technique, une meilleure stratégie pour qu'elle vous rappelle plus souvent. Si à chaque fois qu'elle vous rappelle, elle entend des beaux compliments. Comme j'ai dit en entrée de jeu à l'émission, les couples heureux se disent 5 à 10 fois plus de compliments que de reproches. C'est à chaque fois qu'elle vous rappelle, vous lui faites des reproches parce qu'elle a pris trop de temps à vous rappeler. Comptez sur moi que là, vous êtes en train de faire fuir la femme que vous aimez. Ouais. Bon, vous méditez sur tout ce qu'on vous a dit, Charlie, hein? C'est ça, ouais. Merci en tout cas. Merci Charlie. Au revoir. Merci à vous. Bonne chance. Au revoir. On continue avec Thierry qui va répondre à 3 questions intimes et pourra vous en poser une ensuite. Yvon Dallaire. Bonjour Thierry. Bonjour Brigitte, bonjour Yvon. Bonjour Thierry. Alors justement, est-ce que vous êtes
plutôt un inquiet affectif ou quelqu'un qui se sent assez en confiance sur le plan affectif avec votre partenaire? Totalement en confiance. C'est ça, vous êtes sûr d'être aimé, vous n'avez pas peur de perdre l'autre? Je suis sûr d'être aimé. Peur de perdre l'autre, on ne sait jamais. Il faut faire en sorte, tous les jours, au quotidien, d'être aimé. Il faut savoir se rendre aimant. Donc, voilà. Vous avez une bonne estime de vous-même. Vous savez que vous êtes aimable. Oui, je pense et je travaille en ce sens tous les jours. Depuis 36 ans, donc. Oui, mais on sent que vous avez confiance dans votre capacité à être aimé, mais vous faites tout pour que ça dure. Et c'est ça que je trouve bien dans votre réponse. C'est pas, oui, de toute façon elle-même. Non, rien n'est acquis. Il faut. Toujours. Oui, vous avez parfaitement garanti. Vous avez parfaitement raison. Rien n'est garanti. Absolument, tout à fait. C'est souvent le problème d'ailleurs. Oui. On pense que tout est acquis et une fois qu'on l'a, on fait plus d'efforts pour le garder. Et ça, c'est un comportement très masculin. Hein? Oui. L'homme qui sent que sa partenaire est acquise, bon, une bonne chose de faite, maintenant, je peux aller faire d'autres choses. Mettre mes pantoufles. Mais Thierry n'est pas comme ça. Non. Deuxième question. Qu'est-ce que vous préférez? Regarder un film pornographique ou lire un livre pornographique? Lire. Ah, vous êtes un lecteur. Je suis un lecteur, oui. Déjà, à la base, je lis beaucoup, mais je préfère lire. Tout à fait, oui, je suis un lecteur. Et alors, quel serait le livre que vous vous conseilleriez, comme ça, qui vous a récemment ou qui vous a marqué Alors, je sais que c'est pas votre... Enfin bon, je sais que quelquefois vous en avez eu parler. J'ai lu un pornographe, Esparbeck, bien sûr. Mais il a énormément de talent. Moi, attendez, c'est pas ma tasse de thé comme vous dites, mais je reconnais que c'est quelqu'un. Enfin, c'est très très bien ce qu'il écrit, bien sûr. Esparbeck, c'est très bien, oui. Oui, j'ai lu Esparbeck, j'ai lu ce que les femmes préfèrent, mais là c'est encore différent de Sylvain Mimoun. J'ai lu Les Mille et une nuits libertines de Pierre Lechat. J'ai eu qu'est-ce que j'ai lu La révolution du plaisir féminin, Une soirée particulière de Vince Do. J'ai lu Saut-sexe de Brigitte Lahaie et Frédéric Ploton, n'est-ce pas? Je vois que vous vous instruisez beaucoup aussi dans vos lectures. Hein. Vous avez une bibliothèque érotique bien garnie, quoi. J'ai une bibliothèque, oui, tout à fait, oui. J'ai une bibliothèque assez bien garnie, oui, avec aussi de la collection à la musardine de Oser les jeux érotiques, faire l'amour partout sauf dans un lit. Jolie collection. Et dernier conseil, puisque vous travaillez pour que votre couple, que votre relation marche bien, quel serait le conseil que vous donneriez pour éviter la routine dans un couple? Le conseil que je donnerais pour éviter la routine, c'est tout en restant toujours le même, sans essayer de modifier sa personnalité, essayer de surprendre l'autre peut-être, de surprendre de temps en temps, de surprendre par une invitation au restaurant, par une tenue vestimentaire, pourquoi pas, par un cadeau, par un bon mot, voilà, il faut surprendre, charmer et être charmeur et être charmant. Eh bien, vous pouvez poser une question à Yvon Dallaire. Mais juste avant, j'aurais quelque chose à vous proposer pour charmer, comme vous dites là. Moi, je voyage beaucoup. Donc, et pas toujours avec ma conjointe. Et un jour, je partais pour quelques semaines et j'ai, devant mon Internet, mon clavier, j'ai écrit en gros « Je t'aime », que j'ai fait copier-coller sur une feuille, j'en ai 10. J'ai fait une impression de cette feuille-là, j'ai imprimé, j'ai photocopié 10 fois et j'ai coupé tous les « Je t'aime », j'en avais 100 devant moi. J'en ai caché partout dans la maison. Partout à son bureau. Et même entre la maison, collé sur des poteaux, sur des arbres, entre la maison et son endroit de travail. Elle en a retrouvé pendant 1 an. Vous imaginez?
Oui, excellente idée, oui. Et j'ai compris tantôt que votre vie sexuelle, elle est très fantasmatique si vous avez tous ces livres-là. Donc, oui. C'est ce genre de fantasme-là qu'on peut facilement réaliser. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais vous savez, en parlant de petits mots, tous les matins, je pars travailler, je me lève avant mon épouse et je lui laisse un petit mot sur le plan de travail de la cuisine avec ses lunettes à côté pour qu'elle puisse le lire et en lui disant bonne journée, je t'aime, ton homme et voilà et ça fait partie aussi de... Plus de 30 ans après, c'est bien, bravo. Oui. Ouais. Vous méritez de la garder. Alors, quelle question vous posez à Yvon Dallaire ? Alors la question, Yvon, elle est vaste. Ça serait comment refleurir sa sexualité et sa libido lorsqu'on traverse une grande maladie. Effectivement, mon épouse traverse son 3e cancer et je vous cache pas que la libido qui était extrêmement florissante a tendance à un peu baisser les bras, quoi. C'est en effet une vaste question. On fait une petite pause et Yvon Dallaire va prendre le temps de vous répondre, bien sûr, Thierry. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes toujours avec Thierry pour que Yvon Dallaire puisse répondre à sa question. C'est vrai que le cancer, surtout lorsqu'il y a récidive, ça provoque évidemment beaucoup d'angoisse dans le couple. Oui. C'est pas simple, la sexualité et le cancer. C'est, comme on dit souvent, c'est deux mots qui ne vont pas très bien ensemble. Thierry, Yvon Dallaire donc va vous répondre. Merci. Écoutez Thierry, je ne suis pas du tout expert dans le domaine, donc je peux pas aller vraiment dans les détails de conseils pertinents, là. Mais j'ai abordé un peu le sujet dans un chapitre de mon livre Pour que l'amour et la passion ne meurent pas après 50 ans. J'ai un chapitre sur cancer et sexualité dans lequel je fais une petite synthèse de ce que j'ai pu comprendre, là, de ce que les experts, eux, proposent dans ce genre de situation-là. Et je crois que Brigitte a l'intention de faire ou de refaire une émission sur cancer et sexualité, justement. Enfin, il s'agira de rester à l'écoute de Brigitte. Oui, de toute façon, il y a forcément des moments, notamment lorsqu'il y a une chimio, où la sexualité, elle est exclue évidemment. Et après, je crois qu'il faut toujours, quoi qu'il en soit, essayer autant que possible de garder ce que j'appelle l'intimité. Et c'est absolument. Oui, c'est là où c'est à vous de sentir dans quelle mesure votre femme peut aller dans l'intimité du toucher plus ou moins loin. Alors, oui, allez-y, je vous en prie. Oui, alors exclu, non. On a toujours gardé quand même une activité intime. Elle a toujours été là. Alors certes, ce n'était plus 4 à 5 fois par semaine, bien sûr, hein, mais on a toujours gardé quand même ces relations très charnelles et très on est très câlins tous les deux et elle en avait besoin. Et quand je lui disais qu'à la fois, elle dit est-ce que ça t'embête, elle me disait non, au contraire, je me sens, ça me rassure, ça me permet d'exister quelque part et de me trouver toujours désirable, et parce que effectivement il y a eu chimio, il y a eu hormonothérapie, il y a eu radiothérapie, etc. Il y a en plein dedans, et elle me dit il y a 2 ans et demi c'était la même chose, puisque la rechute est arrivée 2 ans et demi après le cancer numéro 2, le premier ayant eu lieu il y a plus de 12 ans, et donc il y a eu une mastectomie également, et elle me dit ça me permet de rester femme et d'être réellement femme désirable, et donc passer à côté d'elle, la prendre dans mes bras, l'embrasser dans le cou, et puis quand elle le souhaite, quand elle le désire, je lui montre que éventuellement je serai partant pour un câlin. Elle dispose. Voilà, moi je lui propose
pas vocalement, je lui propose en lui montrant que j'ai envie d'elle le soir dans le lit, par une caresse un peu plus, peut-être un peu plus appuyée, et elle dispose, et à aucun moment je ne la force, à aucun moment je lui reproche quoi que ce soit, parce que sinon ce serait ce serait trop difficile pour elle, et donc rester toujours féminine, et je lui dis 10 fois par jour que je la trouve belle, et même sans ses cheveux, je lui ai offert des grandes créoles, on dirait une chanteuse de jazz ou de blues. Ça l'a fait rire, et elle ose maintenant se promener dans la rue tête nue, et c'est que je trouve assez fantastique. C'est sûr que les femmes peuvent être désirantes, mais je pense que... Et Brigitte pourrait vous en parler davantage que moi parce qu'elle est une femme, mais l'importance de la femme de se sentir désirée par son homme, à qui elle a donné la permission de la désirer. C'est vraiment très, très important. C'est vraiment à ce moment-là, quand la femme se sent désirée par son homme, qu'elle se sent davantage femme. En tout cas, ce qui est certain quand on vous écoute, Thierry, c'est qu'elle se sent aimée, désirée, elle se sent soutenue. De ce côté-là, je crois qu'on n'a aucun conseil à vous donner. Vous êtes peut-être quand même ne pas être trop à son écoute dans le sens, enfin quand je dis ça, je vais m'expliquer, dans le sens où peut-être que vous affirmer un tout petit peu plus peut la permettre aussi de sortir de son rôle de malade tout le temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Oui, voyez, oui, tout à fait. Parce que au fond, bien sûr que elle est malade et qu'on a tous envie de faire attention à elle mais parfois c'est bien aussi que vous soyez comme si elle n'était pas malade, voyez. Comme si elle était normale. Et ça peut aussi changer un tout petit peu la donne. En revanche, ce qui est très important, c'est de voir dans quelle mesure elle n'a pas des problèmes de sécheresse vaginale ou des problèmes... Ah oui, ça nous y remédions. Ça, nous y faisons très attention. Voilà, si elle a la possibilité d'en parler à son médecin, je pense que c'est important aussi de ne pas négliger ce point-là. Oui, en fait, c'est ne pas la prendre pour une balade, mais ne pas oublier qu'elle l'est. Exactement. Et je crois que c'est un peu c'est normal. Je veux dire, quand on aime sa femme ou son mari et qu'il est atteint d'un cancer, on va en faire beaucoup, mais il faut pas en faire trop non plus. Il faut pas que la maladie soit le centre de la relation. C'est ce que l'on fait au niveau, ce que je fais régulièrement au niveau du ménage, par exemple, où je ne fais pas tout. Je l'aide, je fais les tâches les plus difficiles, mais je lui laisse une part du travail pour ne pas appuyer, ne pas insister sur le fait qu'elle est malade et qu'elle est faible ou qu'elle est fatiguée, mais lui laisser faire une part des choses. Oui, mais ça c'est parce que ça vous arrange, Thierry. Peut-être. Non, mais je pense que merci de comprendre la plaisanterie. Comme quoi l'humour, c'est tellement important. Mais sur le plan sexuel aussi, prenez un tout petit peu votre place. Voyez, par exemple, si vous lui dites j'aimerais tellement que tu me fasses une fellation ou je ne sais quoi, ce que vous sentez qu'elle serait capable de faire, ça peut lui redonner le sentiment quand même qu'elle n'est pas seulement malade, voyez. Oui, absolument, oui, de temps en temps. Mais Mais je sais que vous l'aimez tellement que vous êtes totalement focalisé sur sa maladie. Mais voyez, essayez de voir un petit peu comment vous pouvez faire attention à ça, je crois. Oui, puis on travaille beaucoup avec l'humour, vous en parliez. Yvon, je pense tout à l'heure parler également de l'humour dans le couple. Ce dimanche, on était sur un marché en bord de mer et un gars vendait des chouchous. Elle s'est approchée de lui et elle lui a dit: est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Et forcément, tête nue, le gars est parti en riant, on est parti en rigolant tout le monde, et puis voilà quoi. Donc elle manque pas d'humour, même au sujet de sa maladie. Ouais. Comme je le dis souvent, il ne faut pas trop prendre la vie au sérieux, puisqu'on n'en sortira pas vivant. Mais donc, s'amuser entre-temps. Alors, encore une fois, oui, moi je suis la première à mettre beaucoup d'humour dans l'émission, etc. Mais attention quand même, je le dis pour tout le monde, attention aussi, l'humour est une défense.
Il ne faut pas que ça devienne une défense qui cache d'autres souffrances. Il faut que ce soit une stratégie de désamorçage et non pas une stratégie de fuite. On est d'accord. Hein. C'est quand même très important. Oui, j'en la profite. différence est très importante. Voilà. Thierry, bon courage. Merci beaucoup. Et merci de votre confiance et de votre sincérité. Bonne et chance. merci à vous tous et merci à votre équipe. Merci. Alors, on va faire une petite pause, mais vous n'échapperez pas à la devinette Yvon Dallaire. Je pense que vous allez l'aimer, celle-là. C'est Pierre Dac qui a dit ça. Il a dit que les femmes, c'est comme les chaussures. Pourquoi? Vous allez pouvoir y répondre après les infos. Les auditeurs de Sud Radio soutiennent 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous allons continuer à sauver vos couples grâce à Yvon Dallaire qui est avec nous, auteur de Le couple existe encore et l'amour aussi. C'est aux éditions Un monde différent. Yvon Dallaire, spécialisé en thérapie conjugale et bien sûr auteur de énormément de livres, tous aussi excellents les uns que les autres. Merci Brigitte. Je vous en prie. Alors la petite devinette, c'est Pierre Dac qui a dit que les femmes c'est comme les chaussures. Pourquoi? La seule réponse qui me vient, qui m'apparaît très logique, c'est il faut en prendre un grand soin si on veut qu'elle continue de reluire. Eh ben, écoutez, vous n'êtes pas loin de la réponse, parce qu'en effet, les femmes, c'est comme les chaussures, certes, il faut que on les aide à continuer à luire, mais en fait, non. La vraie réponse, c'est parce qu'il faut mettre les formes quand on les quitte. Quand vous quittez les chaussures, vous mettez des formes, ben, quand on quitte une femme, c'est pareil, il faut mettre les formes. Ouais, mais c'est quand on la quitte. Moi, je veux rester avec elle, ça fait que je veux la faire reluire. Et donc, vous la faites reluire, voilà. D'accord. Bonjour Marjolaine. Bonjour, désolée, j'ai plus de voix. Bonjour Yvon, bonjour Brigitte. Ah oui, vous avez une petite voix un peu enrouée. Voilà, c'est ça, un peu rauque. Ne forcez pas, on vous entend. Et puis, j'ai une très très bonne réalisatrice, Lucille Montralson, si on ne vous entend pas bien. Super. Alors vous, c'est pareil, c'est dans la sexualité que c'est difficile de communiquer, hein, c'est ça? Oui, c'est une communication non verbale. C'est suis-moi, moi je te fuis. Voilà, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est très compliqué. Parce que lui, on le comprend très très rapidement. Il va droit au but, mais la femme, elle n'a pas envie de ça. D'accord, donc vous aimeriez une sexualité plus qui conviendrait mieux à vos désirs, mais lui a une sexualité très directe, très footballeur, très bourrin. Je pensais que ça allait changer parce que quand on rencontre les gens, on peut pas tout aimer. Il y a toujours un point noir. Et là, le sien, c'était la sexualité. Et en fait, je pensais que ça allait évoluer et que ça allait parce que je suis quelqu'un de très patiente. Puis j'ai pas de problème du tout. Donc je suis très libérée, très ouverte et je mets jamais de préjugés. Et en fait, ça fait qu'empirer en fait. Oui. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 10 ans. Ah bah oui, mais là, il faut absolument qu'il entende. Vous pouvez pas continuer comme ça. Il va falloir mettre le point sur la table. Ouais, mais en fait, c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui est très dehors. Il est sensible, il est hyper comment dire. Est-ce que vous n'êtes pas sensible? Moi, je suis sensible aussi. Moi, je suis sensible à l'intérieur, pas à l'extérieur. Non. Lui, il est sensible après par rapport au regard des autres. Il est très timide, introverti. Et à l'intérieur du couple, pas du tout. Alors que quand je l'ai connu, oui, il y était. Mais il s'est vite libéré avec moi. Il a pris et en fait, il aime bien être l'homme. Et moi, je veux pas le rabaisser. Je veux le laisser. Faut pas se tromper sur les mots. C'est pas libéré. Il est devenu dominateur. C'est pas tout à fait pareil. Oui, c'est ça. Et je dirais que c'est parce que vous avez été trop patiente. C'est ce que vous avez dit tantôt. J'ai été patiente. J'espérais que ça change. Mais non, si vous faites pas le nécessaire, ça ne changera pas. Okay. Dans des cas où j'ai eu des couples aux prises avec justement des différences au niveau de la fréquence, de la qualité des relations sexuelles, ce que je leur proposais régulièrement, c'est une alternance du pouvoir. C'est-à-dire
que si effectivement vous avez donné tout le pouvoir de monsieur sur votre vie sexuelle conjugale, il va le prendre. Et si vous acceptez qu'il fonctionne toujours de façon right to the point, là, directement au but, c'est sûr que lui va continuer. C'est la façon masculine de fonctionner. Alors que moi, je sais très bien que vous faites les boutiques comme vous voulez faire l'amour, là, en allant de gauche à droite, etc., en regardant le tout, et vous aimeriez qu'on vous entoure, OK, et que l'homme crée un environnement qui va faire que vous allez pouvoir davantage vous abandonner à l'événement. Alors, ce que je proposais dans ces couples-là qui sont trop, je dirais, distanciés dans leur façon de faire, c'est un partage du pouvoir, une alternance du pouvoir, en disant, pendant une semaine, monsieur, madame, c'est madame qui va gérer la sexualité du couple. Et monsieur, ça ne veut pas dire que vous allez vous soumettre. Ça veut dire que vous allez vous mettre à l'écoute de la façon dont madame veut vivre sa sexualité. Et la semaine d'après, ce sera monsieur qui sera le maître d'œuvre de la sexualité conjugale. Donc, pendant une période de temps, si on alterne le pouvoir, on peut arriver, dans un troisième temps, à trouver un modus vivendi qui plaît aux deux. Alors, si monsieur est assez ouvert pour cette stratégie-là, vous pourriez lui proposer. Ouais, il faut essayer. Je vais voir si j'arrive à imposer commencez peut-être par lui proposer un soir d'être celle qui va initier la manière de faire l'amour. Mm-hmm. Et ça, je pense ça le dérangerait absolument pas. Et à partir du moment où il accepte et que ce soir-là, vous pouvez avoir une sexualité qui vous correspond mieux, à ce moment-là, ne soyez pas avare en compliments et en lui disant à quel point ça a été pour vous génial et que c'était tellement génial que ce serait bien de temps en temps de recommencer comme ça. Mm-hmm. Voyez, soyez un tout petit peu manipulatrice, parce que visiblement il est assez fragile dans sa virilité, j'ai l'impression, et donc dès que vous touchez ce point-là, ça peut le fâcher. Donc soyez un petit peu manipulatrice. Oui, en fait c'est plus dans les préliminaires, dans l'approche, même dans la façon de vivre la journée. Il n'est pas du tout, il va pas anticiper en fait que le soir je risque d'avoir besoin de lui, ou que lui ait besoin de moi, tout simplement. Et du coup il peut me heurter dans la journée, il va me heurter dans la soirée où je vais pas du tout être donc il va, vous voulez dire que de par son attitude ou ses paroles, il peut vous blesser. Ouais. Et ce qui fait que quand après il est le moment de faire l'amour, vous avez plus envie parce que vous avez été blessé, c'est ça? Ah mais non. Et puis lui il oublie qu'il a été désagréable et que j'ai pas aimé ce qu'il a fait. Et je le dis pourtant, je suis quelqu'un de franche, mais il oublie et du coup et puis on le voit arriver sur ses grands chevaux. Je dis, mais tu fais quoi là? T'as oublié déjà? Alors moi voilà, je remets tout en place et du coup c'est ça qui casse un petit peu les. Et en fait, et le lendemain il va faire exactement la même chose. En fait, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui s'en fout en fait. C'est lui, c'est pas l'autre. Vous semblez dire qu'il n'est pas malléable. Je m'aperçois qu'il l'est, en tout cas de moins en moins. Il a été au début. Oui, mais si vous maintenant. Oui, mais n'oubliez pas qu'un couple, il faut être deux, former un couple. Donc, la dynamique qui s'est développée entre vous deux, vous y participez. Si lui est de moins en moins malléable, c'est que vous soumettez de plus en plus. Et c'est pour ça que là, il faudrait peut-être faire une espèce de révolution sexuelle. Oui, mais je la fais en abstinence, mais c'est nul. Parce que du coup, je me prive moi aussi. Oui, non, mais c'est nul. Vous avez raison et vous le savez. Non, je crois que ce qu'il faut faire, Marjolaine, lorsqu'il vous dit quelque chose qui vous blesse ou quand il a une attitude qui vous blesse, sur le moment, il faut lui dire oh, mon chéri, stop. Sinon, ce soir, ceinture. Servez-vous de l'humour. Ah ouais. Oui. Vous voyez, ou alors vous mettez des petits bâtons sur le réfrigérateur. Quand il a fait 10 réflexions désagréables, eh bien il doit vous offrir des fleurs ou je ne sais pas. Essayez de jouer avec ça, parce que là franchement vous avez l'air de quand même d'avoir une bonne sexualité tous les deux, contrairement à ce qu'on aurait cru au départ.
Non, elle est pas florissante, mais elle pourrait être bien, je pense. Mais moi, il me manque quelque chose. Bon, j'ai d'autres problèmes. Qui sont d'ordre plus médical, mais je pourrais faire abstraction parce que toute seule, j'arrive à me faire plaisir. Donc ça veut dire que à deux, c'est encore plus facile. Mais disons qu'il prend pas le soin, il prend pas le. Quand par exemple là j'ai mal à la gorge, il va me dire arrête, je sais que tu fais exprès. Voilà, il prend pas du tout soin. Mais ça c'est pas autorisé. Il n'a pas le droit de vous dire qu'il fait exprès. Cela dit, sur un plan symbolique, le problème à la gorge, c'est la difficulté à dire non hein, et à s'exprimer. Oui, non, mais c'est vrai que je dis pas. Non, en tout cas, moi, je sais que je suis entière et je sais que je pourrais pas faire les choses à moitié, quoi. C'est pas possible. Vous êtes entière. Je me surmène. Et lui, il dit que je suis tout le temps malade. Vous êtes devenue sa moitié, hein, Marjolaine. Oui, tout à fait. De toute façon, je crois que je vais devenir comme sa mère. Oui, mais bon. Marjolaine, dans la sexualité, il y a 3 dimensions. Il y a donner des caresses, recevoir des caresses, mais il y a aussi prendre son pied, prendre son plaisir. Et là, ce que vous me dites, c'est que vous êtes toujours en train de... Vous prenez soin des autres. Et vous oubliez de prendre. Vous le laissez vous prendre. C'est là la révolution qu'il faudrait faire. Ouais. Et allez-y et tout doucement, avec un peu d'humour, un peu de manipulation, parce que si vous le prenez de front, de toute façon, vous n'oserez pas et de toute façon, vous n'y arriverez pas. Mais servez-vous de ces 2 piliers pour arriver à évoluer tout doucement la relation. Avez-vous déjà proposé une thérapie sexuelle? Je suis pas sûre que ce soit dans le projet de ce couple, hein, Yvon Dallaire. Allez, on fait une petite pause et on retrouve Charles dans un... 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Yvon Dallaire, qui est avec nous, maître en psychologie spécialisé en thérapie conjugale et évidemment auteur de nombreux livres dont Le couple existe encore et L'amour aussi. Mais on l'a compris déjà hein, depuis le début de l'émission avec les témoignages qu'on entend, Yvon Dallaire. Oui, le couple existe encore, l'amour aussi, mais il faut pas laisser les mauvaises herbes envahir le jardin. Non, c'est pas facile. Il y a 4 éléments pour réussir son couple. L'amour, la bonne foi. Dans toute mon expertise de plus de 40 ans de thérapie conjugale et sexuelle, l'amour et la bonne foi font rarement défaut. Même si on accuse l'autre de ne pas assez aimer ou de faire exprès pour ne pas comprendre. Okay? Ce qui manque, c'est la connaissance des petites différences qui existent toujours entre les hommes et les femmes. Même si on est à la recherche d'une égalité, il y a quand même une femme, c'est une femme, et un homme, c'est un homme. Il y a des petites différences qui créent de grandes conséquences, surtout si on ne les connaît pas, ces différences-là, ou si on les diabolise, comme malheureusement c'est souvent le cas. Et, toujours dans les connaissances, la connaissance des dynamiques inévitables de la vie à deux. Les gens pensent que je vais trouver mon âme sœur, on va se parler, on va faire l'amour, puis on va être heureux pour le reste de notre vie. Ben non, c'est pas ça. Après la lune de miel, il y a nécessairement une espèce de lutte pour le pouvoir dans laquelle il y a des dynamiques, il y a des patterns, le complexe, le paradoxe de la passion, par exemple, les langages de l'amour, les 4 cavaliers d'Apocalypse, ça tire rien à qui que ce soit, ces concepts-là. Donc, il faut apprendre les dynamiques de la vie conjugale et, dernier élément, les efforts à faire pour arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas et des efforts pour mettre en pratique ce qu'on sait aujourd'hui qui fonctionne parce que les psys, plusieurs équipes de psychologues ont observé des couples heureux à long terme et on a constaté qu'est-ce qu'ils font que les couples malheureux ne font pas et qu'est-ce qu'ils ne font pas que les couples malheureux font. Mais vous qui faites des thérapies de couple depuis 40 ans maintenant, hein, Yvon Dallaire, est-ce que ça a beaucoup changé ou est-ce que finalement c'est toujours les mêmes difficultés et les mêmes solutions? Si ça a changé, c'est en superficialité. Depuis 40 ans, c'est sûr qu'avec tout le mouvement d'émancipation féminine, les femmes s'affirment davantage, et j'en suis, et elles doivent continuer. Mais fondamentalement, les problèmes sont toujours les mêmes. Les plaintes que les femmes font dans mon bureau sont les mêmes que leur grand-mère. Que celle de leur grand-mère et vice-versa. Charles est avec nous. Bonjour Charles. Bonjour Brigitte et bonjour Yvon. Bonjour Merci Charles. de m'accueillir. Alors allez-y, on vous écoute Charles. Qu'est-ce que vous avez envie de dire?
En fait, moi simplement que je sortais d'une relation, je sors d'une relation assez longue, puisque c'était 20 années de vie commune. Oui. Et en fait, le problème qui s'est posé, c'est le problème de communication, on va dire, qui était plus ou moins unilatéral. Et on va dire surtout en langage de sexe, quoi. Quand on c'était presque, je vais pas dire un sujet tabou, mais c'était un sujet qui était retoqué par madame systématiquement presque sur la fin, et ça a été on va dire consécutif au dernier accouchement qu'elle a eu, quoi. C'est bon, après c'était difficile pour elle d'en parler. Il y avait un côté où elle avait quelques douleurs au ventre aussi de temps en temps, où il y avait des problèmes médicaux. Vous voulez dire que l'accouchement a été difficile, lui a laissé des séquelles, et que du coup elle renonçait à la sexualité. Il n'était pas question de toute façon d'en parler ou de voir ce qu'on pouvait faire pour améliorer ses douleurs. Mais en fait, c'est pas que non, l'accouchement était au contraire, il s'est bien passé, mais c'est vrai que suite à cet accouchement, on va dire 6 mois peut-être après, c'était plus la même chose. Il y a quelque chose qui s'était passé, et est-ce que dans sa tête, elle s'était dit ok, c'est bon, on a eu entre guillemets le dernier enfant. Oui, sûrement. Et après c'est fini entre guillemets, ça s'éteint. Ouais. Et à côté de ça, des douleurs, mais je sais pas, des douleurs. Est-ce que c'était au niveau des ovaires? Est-ce que c'était j'ai vu un épisode il y a pas longtemps c'était sur Arte qui parlait de ça. C'était des douleurs au niveau du je sais plus comment ça s'appelle, au niveau de l'utérus un peu plus bas. Des endométrioses. Endométriose, c'est ça. Peut-être que c'était ça aussi, je sais pas. Il aurait fallu peut-être creuser un peu plus ce sujet. Dans tous les cas, c'était le problème, Charles, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un a des douleurs, il est évident que ça nuit énormément à la sexualité. Mais après, la question qui se pose toujours, c'est est-ce que les douleurs sont là pour masquer, même si douleurs sont exactes, masquer la sexualité, et puis comme ça on la met de côté et on n'a plus besoin ou est-ce que en effet les douleurs sont... Mais souvent, quand il n'y a pas possibilité de communiquer et que la personne ne fait pas tout pour essayer de gérer, de régler ses douleurs, c'est que finalement ça nous arrange bien ces douleurs pour mettre un terme à la sexualité. Un beau prétexte. Mais j'ai l'impression que cet épisode-là est plutôt ce que j'appellerais un facteur corrélé. Parce que probablement que ça n'a pas commencé à ce moment-là. Là. C'est que si vous vous reculez un peu dans l'histoire, dans l'évolution de votre couple, tranquillement, et souvent c'est ce qui se passe, pendant la lune de miel, tout va très bien, mais au fur et à mesure que le couple évolue, très souvent, ils vont s'éloigner l'un de l'autre, ils vont communiquer de moins en moins, ou du moins, ils vont communiquer de plus en plus leur frustration, leurs reproches, leurs critiques, qui fait qu'ils s'éloignent de plus en plus. Et évidemment, quand on devient ce que j'appelle 2 ennemis intimes, même si on reste encore plus amant intime qu'ennemi intime, la sexualité en prend de barre. Là. En tout cas, ce que vous avez l'air de dire, et vous avez certainement raison, c'est qu'au fond, elle voulait un certain nombre d'enfants, vous avez rempli votre rôle de père, et puis ensuite, l'amant, elle en a plus besoin. C'est presque ça, en fait. Et puis elle a ce pouvoir, il y a un jeu de pouvoir entre le couple indéniablement. Il y a une chose quand même qu'on remarque, c'est que quand la femme est devenue mère, très souvent en effet il peut y avoir un jeu de pouvoir, c'est-à-dire qu'elle devient à ce moment-là plus puissante, et l'homme qui est devenu père et qui est heureux d'ailleurs d'être père et qui remercie cette femme de lui avoir donné ses enfants, a tendance à se soumettre. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que ça peut basculer. Et visiblement, c'est ce qui vous est arrivé. Oui, c'est ça, ouais. On va dire que si je peux parler d'alpha et d'oméga, c'est devenu presque un mal alpha, entre guillemets, quoi. Et du coup, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment on peut faire, justement, si je dois reconstruire une relation de couple. Comment éviter ça? C'est justement là, en allant chercher des connaissances. Combien d'heures de cours de psychologie féminine et de sexologie féminine vous avez suivi?
Qu'est-ce que vous savez sur la sexologie et la psychologie féminine? Il est là le problème. Qu'est-ce que les femmes connaissent de la psychologie et de la sexologie masculine? Écoutez, j'ai cherché longtemps, moi, un symbole pour illustrer le couple. Et si jamais vous venez dans mon bureau, là, comme visiteur ou comme client, c'est que dans mon bureau, j'ai un damier sur lequel, d'un côté, j'ai mis les pièces d'un jeu de dames et des pièces d'un jeu d'échecs. Deux jeux intéressants, mais qu'on ne peut pas jouer en même temps. Alors, chacun pense que l'autre connaît mes règlements. Et j'essaie, moi, en tout amour et en toute bonne foi, d'imposer mes règlements à l'autre. Et c'est là où, à partir de la lune de miel, on commence, après la lune de miel, à être dans une lutte pour le pouvoir, non pas par absence d'amour ou de bonne foi. Je suis de bonne foi, moi, parce que moi, ma sexualité, elle fonctionne comme ça et j'ai beaucoup de plaisir. Et je pense que ta sexualité à toi devrait fonctionner comme celle-là, comme la mienne. Alors qu'elle fonctionne avec quelques petites différences qui créent de grandes conséquences. C'est là. Moi, je crois, Charles, le conseil comme ça que je vous donnerais, parce que j'ai essayé de vous écouter le mieux possible, ne vous soumettez pas. Je pense que vous vous êtes beaucoup soumis à cette femme et que vous avez perdu la relation avec vos besoins essentiels et ce que vous êtes réellement. Et elle vous a certainement aimé pas pour celui que vous êtes devenu en vous soumettant. Et donc, vous l'avez perdu. D'accord. Voilà, mais c'est une piste que je vous donne. C'est peut-être pas la seule et peut-être pas la bonne. Donc la prochaine femme, restez celui que vous êtes, celui qui fait qu'elle viendra vers vous et qu'elle restera avec vous. Je suis 200% d'accord avec Brigitte parce que la pire chose pour une femme qu'un homme qu'elle ne peut pas contrôler, c'est un homme qu'elle peut contrôler. Ce n'est plus un homme. Merci beaucoup Charles, en tout cas. Merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil. On va parler de l'effet miroir et puis vous pouvez vous aussi réagir au 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors évidemment, beaucoup ont entendu parler de ce fameux effet miroir. Vous savez ce qu'on a du mal à repérer chez soi, mais qu'on voit tout de suite chez l'autre. C'est un effet évidemment terriblement répandu et qu'on a du mal à repérer si on fait pas un petit effort ou si on n'a pas vraiment travaillé sur soi. Et donc, comme on n'a pas travaillé sur soi, on voit chez l'autre nos défauts multipliés par 10. Et je crois que ce qui est important dans ce Love Conseil, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que les autres sont notre propre miroir et ça peut être un miroir positif, mais aussi un miroir négatif. Alors on va commencer par le positif, parce que c'est vrai qu'on va être attiré par ceux qui ont des points communs, qui ont des traits de caractère qu'on aime et que généralement on a aussi. Et si on admire cette personne, c'est soit parce qu'on a cette qualité-là, mais qu'on ne le sait pas, soit parce qu'on aimerait avoir cette qualité-là et voilà. Mais parallèlement à ça, l'effet négatif, c'est que on va décrier cette personne par envie si on n'est pas conscient ou si voilà. Alors je crois que c'est bien de retenir cette règle de l'effet miroir. On ne peut voir chez autrui que ce que l'on porte en soi, en quelque sorte. Vous êtes d'accord avec ça? Parfaitement d'accord. Et d'ailleurs, il y a un grand psy qui un jour a dit: il est plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans son œil. Alors, la paille dans l'œil du voisin, c'est l'ombrage de notre poutre. Exactement. Alors moi, je vous conseille, puisque c'est un Love Conseil, de vous exercer avec les personnes qui vous entourent. Vous vous posez 2 questions. Qu'est-ce qui me touche et que j'admire? Qu'est-ce que je rejette ou que je déteste? Voilà. Alors, si vous admirez la personne, c'est peut-être parce que vous avez cette qualité. Donc, appuyez-vous sur cette qualité et puis soyez clair et soyez confiant avec vous. Et puis, si vous rejetez cette personne, c'est peut-être un défaut que vous avez, que vous ignorez. Et moi, je vous conseille, par exemple, quand vous regardez quelqu'un à la télévision et que vous dites: ah, j'aime vraiment pas cette personne, essayez de réfléchir un petit peu pourquoi vous ne l'aimez pas et vous allez peut-être mieux comprendre. Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Exactement, voilà. Et franchement, c'est un très bon exercice de bonne école de connaissance de soi et qui est très simple et qu'on peut faire tout le temps. Oui. Et notre partenaire est là pour nous aider, justement, grâce à un regard, à un effet de miroir qui peut être parfois un petit peu déformé, à nous connaître nous-mêmes.
Et c'est d'ailleurs pour ça que très souvent, on va choisir quelqu'un et on va le quitter pour les mêmes raisons pour lesquelles on l'a choisi, parce qu'à un moment, ça devient un miroir trop grossissant. Oui. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Yvon. Bonjour Sophie. Bon, alors il commence à faire un petit peu plus froid en France. Alors s'il vous plaît, couvrez-vous un petit peu, notamment la gorge, parce que je ne voudrais pas avoir que des auditeurs qui ont un petit peu la voix. Moi, je fais très attention, mais ça m'arrive aussi, évidemment. Bonjour Sophie, excusez-moi. Bonjour. Alors, vous avez commencé, je crois, une thérapie de couple parce que votre partenaire a eu une relation sexuelle extra-conjugale. Voilà, tout a commencé à la ménopause en fait, où j'avais beaucoup de douleurs. Et donc c'est vrai que nos rapports sexuels se sont estompés. Et donc moi je pensais que ça suffisait de le faire une fois de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, c'était une fois tous les 2 mois. Moi ça allait, quoi, je veux dire. Et bon, je pensais que tout allait bien. Et dernièrement, j'ai découvert en discutant et par un site internet, en fait, qu'il me trompait. Et quand je lui ai montré les preuves, il m'a dit que ça durait à peu près depuis 10 ans. Bon, alors, déjà, ma surprise, l'effondrement, bien sûr, et surtout que depuis à peu près le mois de février, j'étais allée voir une sage-femme qui m'avait énormément aidée. Et nous avions retrouvé une complicité, une sexualité épanouie, je veux dire, comme avant la ménopause. Oui, mais 10 ans, ça fait pas 10 ans que vous êtes ménopausée. Oui, à peu près, oui. Ah d'accord, ok. Donc oui, c'est quand vous avez eu une sexualité moins fréquente qu'il a commencé à avoir une relation extra-conjugale. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, puisqu'on a essayé de discuter, j'ai essayé de comprendre. Et donc, d'abord, bon, l'effondrement, etc. Et quand on a parlé, je lui ai dit, mais pourquoi avant, lorsqu'on avait très très peu de rapports, je peux l'entendre, même si c'est très difficile à admettre. Mais étant donné qu'après, nous avions retrouvé une complicité, une sexualité avec des grands moments de bonheur dans la vie de tous les jours, pourquoi tu as continué à avoir cette relation? Et il m'a dit en fait que c'était plus fort que lui, que cette femme l'attirait comme un aimant. Donc en plus, c'est avec la même personne depuis 10 ans? Oui. Ouais. Et voilà. Et donc je lui ai proposé qu'on se sépare, mais il a dit non, toi tu es ma femme, mais elle m'attire, elle sait m'écouter, il n'y a pas que le côté sexuel, elle sait m'écouter. Voilà, et donc nous avons commencé une thérapie de couple. Mais la psychologue m'a dit que si je n'arrivais pas à pardonner, c'était voué à l'échec. Et c'est vrai que je n'arrive pas à pardonner. Donc il faut du temps. Il faut du temps, hein, Sophie, pour pardonner. C'est pas la première chose à vous dire pour l'instant. Hein. Non, mais c'est un des objectifs de la thérapie de l'infidélité pour la personne trompée. Mais le pardon, faut le comprendre dans le bon sens. Là. Je te pardonne, non pas parce que tu mérites le pardon, mais parce que moi, je mérite la paix. Je ne veux plus avoir à me torturer de tous ces souvenirs qui me font mal. Et puis moi, je préfère le terme d'acceptation que de pardon. Vous voyez, Sophie? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que vous acceptiez ce qui s'est passé pour rebondir et repartir ailleurs. Oui. Non, vous n'êtes pas obligé réellement de lui pardonner. Mais en revanche, il faut faire la paix. Yvon a raison. Dans ce sens-là, Brigitte, le pardon, ça commence aussi par donner à l'autre ce qui appartient à l'autre. Ça va dans votre sens. Okay? Il est, lui, 100% responsable de son passage à l'acte, mais quelque part, il suffit qu'un seul besoin de couple légitime soit frustré pour mettre le couple en péril. Personnellement, quand j'ai des couples qui viennent me consulter pour infidélité, j'essaie de leur faire prendre conscience en premier que l'infidélité, c'est l'équivalent d'un infarctus conjugal. Il arrive quelque chose au couple qui amène un symptôme, qui amène une réaction. C'est comme le corps qui est en déséquilibre va, au niveau du cœur, envoyer un message, il va avoir un infarctus. Donc, s'il y a une infidélité, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le couple qu'il faut essayer le plus possible de comprendre pour arrêter, contrôler cet infarctus-là et éviter que ça se reproduise. Alors, là où je suis assez confiante, Sophie, c'est que vous avez l'air d'accepter l'idée de continuer avec lui. Vous n'avez pas l'air si en colère que ça, que vous souffriez, on l'entend, mais vous n'êtes pas totalement en colère contre lui. Donc, je pense que vous serez... Si, je suis très, très en colère. Là, je suis
sous cachet pour me calmer, quoi, parce que... D'accord. Okay. Voilà. Ah oui. Sinon, voilà, on mange pas du tout ensemble, on fait chambre à part, enfin, c'est terrible. Ça fait combien de temps que vous avez découvert tout ça? Ça fait 2 mois à peu près. Donc, oui, donc vous êtes encore dans la phase de colère, c'est normal. Très compréhensible. C'est tout à fait normal. Lui, visiblement, n'a pas envie est-ce que vous avez envie d'arrêter le couple ou pas? Et pour moi, j'avoue que je me pose beaucoup de questions, mais bon, nous sommes grands-parents, donc j'essaie de... Je voudrais pardonner, mais le problème, c'est que j'y arrive pas, quoi. C'est normal. Pour le moment, c'est pas possible. C'est normal. Ça va prendre du temps. Vous inquiétez pas, ça c'est normal et vous avez le droit d'être en colère. Ouais. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec votre colère? Je m'excuse, Brigitte. Là. Comment vous allez pouvoir utiliser le pouvoir de la colère? Il faut la digérer, il faut qu'elle passe. Hein. Il ne faut pas la diriger contre son partenaire. Il ne faut pas la diriger contre soi dans un sentiment de culpabilité. Il faut la diriger contre la situation, contre le déséquilibre relationnel qui a emmené cet infarctus-là. Et lui, il a envie de sauver votre couple ou pas? Oui, il me dit que... Oui, l'autre, en fait, c'est un à côté. Il me dit c'est comme une parenthèse dorée. Mais est-ce qu'il est apte à payer le prix? C'est-à-dire à ne plus voir cette femme? Il s'est engagé, mais par exemple, je lui ai dit, fais-lui un message, fais quelque chose pour montrer que... Mais il me dit non, c'est pas la peine, je ne l'appelle plus, c'est pas la peine, j'ai réussi le numéro de mon téléphone, mais j'attendais quelque chose de plus symbolique de sa part. Par exemple, je lui fais un message en disant que c'est terminé, voilà, quelque chose de plus fort, et voyant qu'il ne le fait pas, même s'il me dit qu'il veut continuer, c'est vrai que j'ai ce doute permanent qui me ronge en fait. Oui. C'est une condition sine qua non pour pouvoir réussir à passer à travers une crise comme celle-là. Parce que là, excusez-moi Sophie, mais pendant 10 ans, il a vécu 2 relations parallèles. Et donc, il a quand même énormément abîmé votre engagement, votre lien. Et la confiance. Et il faut qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait. Et s'il veut continuer avec vous, que ce soit pour sauver la famille, que sauver les apparences ou sauver votre amour, c'est lui qui sait, c'est pas vous qui pouvez me répondre. Eh ben, il y a un prix, il y a quand même un prix à payer. Là, je suis désolée. Moi, je suis très ouverte aux infidélités, mais il y a un moment donné, vous pouvez pas dépasser cette situation-là s'il n'est pas conscient de la situation. Vous avez... Qu'est-ce que je peux l'obliger à faire pour symboliquement, pour que ce soit qu'il coupe vraiment les pommes? Parce que là, il me dit qu'il coupe les pommes. J'ai aucune preuve, en fait. Est-ce que vous connaissez la personne avec laquelle il a entretenu cette relation-là? J'ai son nom, c'est tout. Je la connais pas. Qui vous empêche de lui téléphoner de façon civilisée pour le savoir? Qu'est-ce qu'il répond quand vous lui demandez d'envoyer un SMS de rupture à cette personne? En fait, il me dit ça se passe pas comme ça, il faut que tu aies confiance. Moi, je te dis que je ne l'appellerai plus. J'ai effacé le numéro de mes contacts. Voilà. Mais pour moi, c'est pas suffisant, en fait. Parce qu'effectivement, dans l'infidélité, là où le bas blesse le plus, c'est dans la perte de confiance. Absolument, oui. Mais peut-être qu'il vous dit la vérité. Peut-être. Oui, peut-être. Mais elle a perdu confiance. Oui, j'entends bien. Mais la perte de confiance, c'est ça, il faudra la retrouver avant de pardonner, de toute façon. Voilà. Exact. Et je voulais savoir combien de temps ça met pour que j'arrive à lui refaire confiance, en fait. Ça peut prendre des mois, des années, pour avoir vraiment retrouvé confiance à 100%, à la condition que monsieur se comporte de façon fiable à partir de maintenant. Et est-ce qu'il vous a demandé pardon, lui? Oui. Et en fait, pas vraiment. C'est moi, au bout d'un moment, qui lui dis, mais tu ne dis même pas des regrets spontanés. Il me dit, oui, bien sûr, je m'excuse, bien sûr. Et moi, j'aurais voulu que ce soit spontané de chez lui. Oui, bien sûr. Il fait partie de ces hommes qui ont du mal à dire excuse-moi. Il fait partie de ces hommes. Voilà. Et là, il s'enferme dans sa caverne dès que en fait, Avez-vous proposé une nouvelle thérapie? En fait, nous avons fait déjà 2 séances. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. À la seconde séance, la psychologue nous a dit que si, pour ma part, je n'admettais pas, je ne travaillais pas sur le pardon,
ça ne mènerait à rien. Donc c'est vrai que je suis sortie de la thérapie, j'étais... Non, mais c'est trop vite. Sophie, vous allez avoir au moins encore 4 mois dans lesquels vous allez être perdu, en colère, pas réussir à faire confiance. Il faut de la patience de votre part, et il faut que lui soit un petit peu... voilà. Et est-ce qu'elle lui a dit, à lui, qu'il était nécessaire et indispensable qu'il mette fin à cette relation? Bonne question. Oui, elle lui a dit. Et vous pensez qu'il l'a entendu? Je pense qu'il a entendu, puisqu'il lui a dit les mêmes termes qu'il m'a dit, en disant j'ai arrêté, j'ai effacé le numéro, je ne la rappellerai plus. Donc, la communication verbale avec lui reste ouverte, même s'il y a beaucoup de colère et de tristesse et de culpabilité, j'imagine. Mais la communication non verbale, la communication sexuelle, si j'ai bien compris, vous faites chambre à part. Donc, le fait que la communication verbale soit maintenue, c'est un bon signe. Mais que vous coupiez tout rapport sexuel avec lui, premièrement, c'est à vous que vous faites mal aussi, là. Alors, écoutez, Sophie, moi je vais vous donner 2 conseils. Le premier, je vais vous expliquer pourquoi il n'a pas envoyé de SMS et pourquoi il veut pas le faire, etc. C'est parce qu'il se sent quand même très coupable et un peu lâche, et que donc il n'a pas envie de faire cet acte qui serait un acte de courage et de responsabilité. Surtout s'il a entretenu une relation affective avec cette femme-là depuis 10 ans. Donc il a préféré couper court et voilà. Donc après, je ne sais pas si ce que je dis est la réalité ou si voilà. Mais c'est l'explication qu'on peut donner à son comportement. Donc ça, c'est important que vous l'entendiez. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut que vous changiez de thérapeute, parce qu'une thérapeute qui vous dit il faut pardonner, là, non. Il va vous falloir peut-être 1 an, 2 ans pour pardonner, mais il faut que lui fasse tout ce qu'il peut pour relancer votre histoire d'amour, et à ce moment-là, vous pourrez repartir sur de nouvelles bases. Parce que ce qu'il faut que vous entendiez et que lui entende, c'est que de toute façon, votre couple, il y aura un avant et un après ce qui s'est passé. Oui. Et il faut repartir sur un nouveau couple, ce qui est tout à fait possible. Maintenant, c'est vous qui pouvez le décider ou pas. Ça ne s'excuse pas. Ça ne s'oublie pas. On peut arriver à pardonner, mais comme dit Brigitte, des fois, ça peut prendre 1 an ou 2 ans. Mais la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. Où est le déséquilibre relationnel qui a emmené monsieur à provoquer cet infarctus conjugal? Merci Sophie et bon courage, et merci de votre confiance. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant pour conclure cette émission Sur le couple avec Yvon Dallaire. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes toujours avec Yvon Dallaire, spécialisé en thérapie conjugale et auteur notamment de ce livre « Le couple existe encore et l'amour aussi » aux éditions Un monde différent. C'est Chloé qui termine avec nous. Bonjour Chloé. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Yvon. Bonjour Chloé. Alors, moi j'ai un petit souci, un gros souci de communication avec mon mari en ce moment, depuis quelque temps. Alors, comment je pourrais dire ça? En fait, il n'a plus trop de désir pour moi, et moi j'avoue que je suis aussi, je vais pas tellement vers lui, parce qu'en fait il me reproche toujours de prendre beaucoup les choses en main à la maison, dans notre couple, et du coup en ce moment c'est calme plat. Ouais, mais là vous avez un problème de communication et un problème de libido, oui. Un problème sexuel. Oui, tout à fait. Et là, pour vous donner un exemple, en fait, j'ai eu le Covid en fin de semaine d'avant et toute la semaine dernière, donc il a fait chambre à part. Il voulait surtout pas attraper le Covid, bon ça je peux comprendre, parce que moi j'étais bien grippée. Bon voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. Alors il est fidèle, hein. C'est pas quelqu'un, il a horreur de l'infidélité des autres, et voilà, donc c'est pas ça du tout. On est mariés depuis 7 ans, on est ensemble depuis 8 ans. On a 61 ans tous les deux, et en fait
Ben voilà, c'est un peu. Enfin, moi, j'avoue que je sais plus trop comment faire avec lui, en fait. Moi, comme ça, première idée qui me vient, Chloé, c'est que cet homme est peut-être en perte de libido, qui n'a rien à voir avec vous, mais qui a à voir avec lui, avec peut-être un changement de vie ou des circonstances qui le. Je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait, c'est-à-dire, il vient, oui, le problème de libido, certainement, enfin, par rapport à moi, oui, et puis il me dit qu'il s'ennuie. C'est vrai qu'il s'ennuie, mais pas par rapport à la sexualité, hein, d'une manière générale. Dans notre couple, il s'ennuie, et en série, c'est un peu compliqué, en fait, en ce moment, je sais plus par quel bout, donc on est en train de virer au vieux couple, alors qu'on ça fait pas si longtemps que ça qu'on est ensemble, voilà. La première chose à faire, demandez à votre partenaire, demander à son médecin de lui faire passer un test de testostérone pour voir s'il a encore un niveau de testostérone suffisant pour entretenir son désir. Parce que je m'ennuie, j'ai plus de désir pour toi, ça ressemble à une petite déprime quand même, hein. Aussi. Ouais, il est pas bon. Pourtant, il fait des sportifs. Enfin bon, mais c'est pas rigolo, quoi. Mais alors là, c'est de plus en plus. Deuxième Donc, chose. Oui. Deuxième chose que je vous dirais, là, parce que vous avez commencé par un problème de communication, c'est que il faut que dans votre communication, vous ne cherchiez plus à lui prouver que vous avez raison. Vous devez, non, bien sûr. Ouais. Dans la communication, lui dire tout ce que vous aimez plutôt que tout ce que vous n'aimez pas. Oui, c'est ça. De lui dire 5 à 10 fois plus de compliments et arrêter d'interpréter ses dires et de le prendre au pied de la lettre. Et puis Chloé, j'en parlais tout à l'heure dans la première heure, je trouve que vous prenez les choses avec un peu trop d'humour pour ne pas penser que ça vous atteint beaucoup plus profondément. Ah oui, ça m'atteint, bien sûr. Je parle légèrement parce que c'est mon... c'est votre manière de ne pas vous apitoyer sur vous-même, mais c'est assez violent quand même, un homme qui vous dit je ne te désire plus, je m'ennuie avec toi. Moi, j'aurais comme ça envie, à première vue, de lui répondre qu'est-ce que tu fais encore là, vous voyez. Donc, je crois que c'est quand même plus que essentiel de peut-être remettre les pieds dans le plat, quoi. Je veux dire, ok, il s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait pour que tu ne t'ennuies plus, et lui renvoyer un petit peu la balle, non? C'est ce que j'ai fait. On a eu cette conversation déjà. Je lui ai dit, mais est-ce que tu veux qu'on se sépare, etc. Non, il veut pas. Non. Mais effectivement, c'est la neutralité, pas toujours bien. Non, mais ça sent, sincèrement, ça sent un début de déprime ou quelque chose qui... Et effectivement, si son taux de testostérone est plus faible, la testostérone, c'est aussi associé avec l'énergie chez l'homme. Oui, bien sûr. Après, il l'utilise dans le sport. Il bande toujours, je peux vous rassurer là-dessus. C'est parce que moi, quand même... mais il a peut-être appris une mauvaise nouvelle qui l'a touché plus qu'il ne l'imaginait. Vous savez, les hommes ont parfois du mal à comprendre que quelque chose qui, a priori, n'est pas si grave peut les atteindre profondément. Peut-être que... Enfin, je sais pas, moi... Dans un premier temps, essayez de voir ce que vous pourriez faire qui lui plaît. Qu'est-ce que vous faisiez au début quand vous vous êtes rencontrés et qui lui plaisait, et puis essayez de retrouver quelque chose, enfin un passe-temps commun qui pourrait vous donner envie d'avoir envie, quoi. J'ai proposé des tas de choses, mais ça vient pas. Donc, comme je prends toujours les initiatives, au bout d'un moment, c'est fatigant parce que moi, j'aimerais bien... c'est un peu le serpent qui se mord la queue. À ce moment-là, moi, le conseil que je vous donne, allez pas chercher quelqu'un à l'extérieur, mais agissez comme si vous étiez déjà séparés et arrêtez de le poursuivre. Oui, d'accord. Occupez-vous de vous. Laissez-le pourrir dans son coin et puis sortez avec des copines. C'est ça. Et puis voyez pas trop longtemps, mais voyez pendant quelques jours, une semaine, 2 semaines, comment il réagit. Si vraiment il continue à s'affaisser, là, je pense que ça mérite un rendez-vous médical, parce que je pense qu'on est vraiment dans quelque chose qui ne va pas bien, parce que
là, dans ce que vous me dites, je pense que, enfin moi, c'était ma première intuition, et tout ce que vous dites confirme. Et comme Brigitte a d'excellentes intuitions. Oui, effectivement, j'ai pas pensé à la dépression, mais c'est vrai qu'il y a un peu côté comme ça. Et souvent, les hommes n'osent pas parler de ce qui les préoccupe. Mais il en sait peut-être rien, hein, mais et puis ça peut être aussi, c'est une autre piste que je vous donne, ça peut être aussi sa manière de réagir, vous savez, de manière passive-agressive face à votre fort tempérament. Et si c'est ça, là, je pense qu'il faut avoir une vraie discussion parce qu'il vous a aimé parce que vous aviez ce tempérament-là. Donc, si vous le faites payer aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien chez lui. Voilà. Il s'est soumis et là se révolte en s'enfermant dans sa caverne. Exactement. Bon courage, Chloé, et merci de votre confiance. C'est fini déjà, Yvon Dallaire. Merci beaucoup. Je rappelle que vous pouvez retrouver Yvon également sur son site yvondallaire.com. Et j'invite les auditeurs à s'inscrire sur mon site parce qu'à chaque mois, j'écris une infolette dans laquelle il y a un article sur le couple. Et voilà, et comme ça, vous aurez un petit peu plus le mode d'emploi du couple qui va bien, des couples heureux. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan, je vous embrasse. Et demain, on sera avec Christian Jamin, on va parler des poils.